Le voile bleu. Il y a très très longtemps, vivait dans les monts de la D'accord la tribu des Izbad. La vie de ces nomades était difficile et les petits jardins ou les maigres troupeaux de chèvres ne suffisaient pas à faire vivre toute la population. La razzia, ou le pillage, était une façon de se procurer des vivres supplémentaires. Les guerriers partaient au loin et se précipitaient sur les villages des sédentaires ou les campements des éleveurs. Après avoir chassé tout le monde, ils pillaient les greniers et ramenaient dans leurs montagnes des chèvres, des moutons et des chameaux jusqu'à la prochaine expédition. En ce début de printemps, la nécessité d'une razzia se fait sentir cruellement. Plus de farine, plus de dattes, plus de mil. La famine a déjà tué plusieurs enfants. Les guerriers décident alors d'entreprendre une razzia au pays des Noirs. Avant de se lancer dans l'aventure, une fête est organisée. Musiciennes et chanteuses, vêtues de leurs plus beaux atours et parées de leurs larges bijoux d'argent, entonnent des chants pour le succès de l'expédition. On a même convoqué la meilleure joueuse d'Imdad qui, sur son violon, improvise des airs monotones. Assis en face d'elle, les guerriers les écoutent en silence. Ils sont venus avec leurs armes, leurs larges épées à poignée cruciforme, leurs fines lances et leurs poignards fixés au bras. Certains portent également au bras gauche, au-dessus du coude, un gros bracelet de jade noir qui leur permet parfois d'assommer leur ennemi. Les jeunes gens et les jeunes filles sont assis un peu à l'écart. Lorsque les chanteuses s'arrêtent, les poètes prennent le relais. Ce soir, il faut encourager les hommes qui vont partir. Un chantre évoque les brillants combats des ancêtres. Un autre exprime sa confiance dans le succès de l'expédition. Un troisième célèbre les chameaux qui conduisent sans faiblir sur des pistes inconnues. Et ainsi cela continue jusqu'à tard dans la nuit. Le lendemain matin, avant le lever du soleil, les guerriers sont réunis autour de leur bête. Ils ont 2 chameaux chacun, l'un pour transporter les vêtements, les gerbas, les provisions et les petits fagots de bois. L'autre est le méhari. C'est lui qui portera le guerrier. Il est l'objet de tous les soins de son propriétaire. La caravane est prête. Les chameaux poussent des cris affreux, secouant la tête et découvrant leurs longues dents jaunes. Les guerriers s'installent sur leur rahla et le groupe s'enfonce direction plein sud, vers Ain Gizem, porte de sortie du Tassili, à plus de 400 km. Ils reviendront, si tout se passe bien, dans un mois environ. 6 longues semaines se sont écoulées et le gros nuage de poussière annonçant le retour des guerriers ne s'est toujours pas élevé à l'horizon. Que s'est-il passé? Pourquoi ce retard? Suivant l'ancienne coutume, les femmes se sont décidées à consulter les tombeaux de leurs ancêtres et les interrogent au sujet de leurs époux et de leurs frères dont elles sont sans nouvelles. Les ancêtres ne restent pas insensibles à la détresse de leurs descendantes et donnent des renseignements d'après un code secret que seules les femmes connaissent. La tête appuyée sur la terre, elle ne tarde pas à entendre des coups sourds qui semblent monter des profondeurs. Des nouvelles vont arriver demain. Le lendemain matin, les femmes sont groupées sur la piste qui mène au pays des Noirs. Elles aperçoivent un homme
monté sur son méhari blond, qui de très loin leur fait signe en agitant son bouclier au-dessus de la tête. Le considérant comme le messager de la victoire, les femmes poussent des cris de joie. Elles entament des chants pour célébrer ceux qui ont réussi à vaincre leurs adversaires et à prendre leur troupeau. Le méhari blanc s'approche, mais l'homme ne pousse pas les cris habituels qui annoncent la victoire. Les chants cessent et l'espérance fait place à l'inquiétude. Le messager s'arrête auprès des femmes. Il jette son bouclier de peau d'antilope sur le sol et, croisant les bras, annonce une sanglante défaite. Les Noirs nous ont vus venir de loin et avaient monté une embuscade. Les Saguets ont volé, tuant de nombreux Touaregs, d'autres furent faits prisonniers. Ce fut la retraite à pied, les beaux chameaux blancs ayant été tués ou blessés par les flèches. C'est la consternation. Les femmes se réunissent et discutent longtemps. Le messager fatigué s'est endormi sous sa tente. Que décident les femmes des guerriers vaincus? Eh bien, elles rejoignent leur foyer et s'occupent des bêtes emprisonnées dans les enclos avant de préparer le repas du soir. Plusieurs jours plus tard, au loin, un nuage de poussière monte sur la piste. Les Touaregs survivants rentrent enfin chez eux. Fatigués, meurtris, les pieds en sang, les plus forts soutiennent ceux qui n'ont plus la force d'avancer. En face d'eux, barrant l'entrée du camp, les femmes les attendent, sans un cri, sans un murmure. Quand les guerriers ne sont plus qu'à quelques mètres, toutes les femmes, au signal de l'une d'elles, poussent des cris de colère et de mépris. Honte! Honte à ceux qui ont connu la défaite! Alors, d'un mouvement unanime, elles se précipitent sur leurs époux et leurs frères, enlèvent vivement leurs voiles qu'elles s'enroulent autour du visage des hommes si fourbus qu'ils ne peuvent réagir. Cachez-vous, visage, que nous ne pouvons plus contempler sans colère. Cachez-vous, figure qui porte la marque de la déroute et de l'échec. C'est à nous maintenant de montrer fièrement notre visage à la lumière. Et c'est ainsi que, depuis des siècles, les hommes portent toujours le voile bleu, alors que les femmes ont enlevé le leur.